Troisième partie. Mimétisme darwinien et mimétisme lamarckien. Un être vivant exécute un acte dans un milieu donné. Qu'est-ce que cet acte? C'est le résultat de l'activité synergique d'un certain nombre de ces éléments constitutifs, sinon de tous ces éléments. La sommation de toutes ces activités élémentaires est spéciale à l'individu considéré. Elle dépend de sa coordination propre. Elle serait différente chez tout autre individu, car l'organisation d'un être est le résultat de trop de facteurs complexes, hérédité et éducation au sens le plus large, et deux animaux ne peuvent être rigoureusement identiques. Voilà donc, tout d'abord, une part personnelle dans la détermination de l'acte exécuté par l'être que nous observons. Mais quel est le point de départ, le stimulus de cet acte? Un être vivant peut exécuter une infinité d'opérations différentes. Bien plus, deux opérations exécutées successivement par le même être ne peuvent pas être rigoureusement identiques parce qu'elles résultent de trop de facteurs complexes, même quand elles paraissent très simples. Pourquoi alors, au moment considéré, est-ce précisément cet acte qui s'est produit, et non un autre quelconque, choisi dans l'infinité des actes possibles à ce moment avec l'organisation présente de l'être? La raison de cette détermination est dans le milieu extérieur à l'être. Un homme, par exemple, est en relation étroite avec le milieu dans lequel il vit d'un très grand nombre de manières. La composition de l'air qu'il respire influe sur la composition du mélange de gaz dissous dans son milieu intérieur. La température modifie l'état de son système thermorégulateur. L'état hygrométrique détermine à la surface de sa peau une évaporation plus ou moins abondante, etc. Voilà pour les conditions générales. Il y a aussi des rapports d'une nature bien plus spéciale. Une image exacte d'une partie du milieu se produit au fond de l'œil et impressionne chimiquement les terminaisons nerveuses de la rétine. Les fibres de Corti vibrent dans l'oreille interne à l'unisson des sons extérieurs et impressionnent les terminaisons correspondantes du nerf acoustique. Certains corps gazeux ou pulvérulents, répandus dans l'atmosphère, modifient l'état des terminaisons olfactives de la pituitaire, etc. Or, toutes les réactions chimiques qui se produisent dans une terminaison nerveuse sont le point de départ de courants spéciaux d'énergie, d'un flux nerveux centripète capable de déterminer à leur tour d'autres réactions chimiques dans tout le dédale du système nerveux général. Ces réactions centrales, accompagnées d'épiphénomènes sensationnels plus ou moins importants, sont en même temps la cause de nouveaux courants d'énergie qui vont, soit vers d'autres centres nerveux, soit par les nerfs centrifuges, vers des organes périphériques et déterminent dans tous les plastides auxquels ils aboutissent des phénomènes de l'activité propre de ces plastides. L'acte, les actes exécutés au moment considéré par l'organisme en observation, sont le résultat de toutes ces activités simultanées d'éléments histologiques extrêmement différents les uns des autres. Nous, observateurs, nous pouvons arrêter notre attention sur une partie seulement de cet ensemble, sur le mouvement de la main par exemple, que nous décrivons comme un acte isolé, mais nous n'avons pas le droit de perdre de vue, si nous avons quelque prétention à la rigueur scientifique, la corrélation générale en vertu de laquelle tel phénomène se passant en même temps dans une toute autre partie de l'organisme n'est pas indifférent au mouvement exécuté par la main. Tout cela est d'une complexité inouïe. D'une part, les conditions extérieures défient toute analyse. Remarquez seulement, pour vous en tenir à une faible partie de ces conditions, tout ce qui frappe votre vue au moment même où vous lisez ces lignes. D'autre part, la marche suivie par les courants d'énergie que déterminent dans votre organisme tous les stimulus provenant du milieu dépend de l'état présent de l'ensemble de votre constitution. Mais cet état présent va se trouver modifié, dans un instant très court, par les réactions chimiques mêmes qui viennent de se passer en vous au moment considéré sur tout le trajet de ces courants d'énergie. Il n'y a pas d'acte purement physique chez un être vivant. Votre structure était différente un instant auparavant et ainsi de suite, en remontant d'instant en instant jusqu'à l'œuf d'où vous provenez. Il n'y a pas eu, dans toute l'histoire de votre vie, un seul acte, si insignifiant qu'il vous ait paru, qui n'ait laissé sa trace dans votre organisme et n'ait ainsi influé sur toutes vos destinées ultérieures. Vous êtes le résultat de ce qu'était l'œuf dont vous provenez, hérédité, et de tout ce que vous avez fait depuis sous l'influence de toutes les conditions de milieu que vous avez traversées, éducation au sens le plus large. En résumé, deux causes déterminantes de l'activité d'un être à un moment précis donné. Premièrement, l'état de l'être à ce moment précis.
Il dépend de toute son histoire passée. Deuxièmement, l'état du milieu à ce moment précis, ou tout au moins de tout ce qui, dans le milieu, peut influencer l'organisme, soit directement, soit par l'intermédiaire des organes des sens. Dans ce dédale inextricable, qu'est-ce qu'on appelle imitation? On dit qu'il y a imitation quand il y a ressemblance entre une des parties de l'acte exécuté par l'individu et une des conditions du milieu extérieur dont l'ensemble a déterminé l'activité de l'organisme au moment considéré. Évidemment, l'imitation ainsi définie va s'appliquer à des phénomènes n'ayant entre eux aucun rapport. Un être qui, entendant un son, reproduit un son de même hauteur, imite ce son. Cet exemple nous paraît très simple parce que nous avons un organe phonateur d'une puissance comparable à notre organe auditif. Il n'en est plus de même quand il s'agit des autres organes des sens. Nous n'avons pas d'organes producteurs de lumière, d'odeur, etc., qui nous permettent de reproduire telle lumière que nous voyons, telle odeur que nous sentons, etc., mais il y a des chenilles qui filent de la soie bleue quand on les éclaire avec de la lumière bleue. Les rainettes, vertes sur des feuilles vertes, deviennent rousses quand on les place sur un sol roux. Nous pouvons cependant imiter certains phénomènes dont nous sommes témoins par l'intermédiaire de notre organe visuel. Nous reproduisons certains mouvements que nous voyons exécutés, mais nous ne pouvons les reproduire correctement que s'ils sont effectués par des êtres de notre espèce ou d'une espèce morphologiquement voisine. Or, tout ce que nous faisons influe sur notre structure générale. L'assimilation fonctionnelle développe les organes dont nous nous servons souvent. Si nous imitons souvent un lutteur, nous prendrons quelques ressemblances avec lui. Des animaux différents prennent des caractères de ressemblance extérieure sous l'influence de besoins communs, caractères de convergence. Enfin, nous connaissons des animaux d'espèces tout à fait différentes qui se ressemblent étonnamment au point de vue de la couleur, de la forme, de l'odeur, et même des êtres vivants qui, au même point de vue, ressemblent beaucoup à des corps bruts. Lorsque la volonté de l'être qui imite semble intervenir dans la réalisation de la ressemblance, momentanée ou durable, nous employons le mot imitation pour réserver celui de mimétisme au cas où la ressemblance observée semble sinon fortuite, du moins indépendante de la volonté de l'être qui imite. Il faudra discuter la légitimité de cette distinction, qui est précisément parallèle au mode d'interprétation du mimétisme par les darwiniens et les lamarckiens. Arrêtons-nous d'abord au cas le plus simple du mimétisme, celui de la convergence des caractères sous l'influence des conditions de vie. Chapitre 12. La convergence des caractères. Deux animaux très différents à l'origine de leur évolution individuelle peuvent acquérir à l'état adulte une certaine ressemblance. Waston avait objecté au principe de la divergence des caractères, sur lequel Darwin basait son origine des espèces, que, si deux espèces, appartenant à deux genres voisins, produisent toutes deux un très grand nombre de formes nouvelles et divergentes, certaines formes, provenant du premier genre, devront se rapprocher des formes provenant du second, que de la divergence résultera une convergence diminuant le nombre des genres par l'établissement de types intermédiaires. Cette objection n'a pas de valeur, le nombre des formes possibles étant infini. Tout autre est le phénomène de la convergence des caractères sous l'influence de l'adaptation aux mêmes conditions de vie. Le même genre de vie pouvant produire sur des animaux originairement très différents des modifications similaires, ces animaux arrivent quelquefois à présenter entre eux, au moins extérieurement, une ressemblance suffisante pour qu'on y ait pu voir les signes d'une étroite parenté. C'est ainsi qu'en raison de leur commune infériorité, Cuvier avait placé les helminthes parmi les zoophytes et que l'on a longtemps compris sous le nom d'helminthes des animaux absolument dissemblables. Les lernéens qui sont des crustacés, les lingatulides qui sont des arachnides, les acanthocéphales, les gordiacés, les nématodes, peut-être alliés eux aussi aux arthropodes mais bien différents les uns des autres, et de plus les trématodes et les cestoïdes qui sont franchement des vers. Ce n'est pas seulement le parasitisme qui produit de telles ressemblances. La formation d'une coquille, la fixation au sol ont donné lieu à des rapprochements pareils. C'est ainsi que les cirripèdes ont été pris pour des mollusques, que les tuniciers et les brachiopodes ont été rapprochés des lamellibranches, erreurs analogues à celles que commet le vulgaire quand il appelle, pour les mêmes raisons, les cétacés des poissons et les chauves-souris des oiseaux.
Ces ressemblances de détail sont souvent appelées ressemblances d'adaptation. Mais cette expression signifie seulement que les ressemblances constatées résultent de l'adaptation à une même fonction d'organes secondaires, les membres par exemple, tandis que les organes principaux, tels que ceux de la circulation et de la respiration, demeurent profondément différents. Pour rester dans le domaine des faits absolument connus, qui ne s'est étonné de l'analogie des pattes d'insectes avec les membres locomoteurs des mammifères? Les anciens zoologistes en ont été tellement frappés qu'ils ont donné aux différentes parties de ces pattes les noms des os de l'homme, fémur, tibia, tarse, etc., et qu'ils ont même essayé de retrouver une analogie beaucoup plus douteuse dans les nervures des ailes, radius, cubitus. L'œil de certains mollusques céphalopodes présente une ressemblance extraordinaire avec l'œil des vertébrés supérieurs, etc. Tous ces phénomènes de convergence sont trop faciles à expliquer par les théories lamarckiennes pour que j'aie besoin d'y insister ici. En voici d'autres pour lesquelles l'explication darwinienne a été plus souvent donnée et qui nous conduiront rapidement au cas de mimétisme proprement dit. On appelle animaux pélagiques ceux qui vivent en haute mer, généralement dans le voisinage de la surface des eaux, et qui ne s'approchent que rarement du rivage où ils sont parfois jetés par les vents. On trouve des êtres menant cette existence dans toute l'étendue de la série zoologique, depuis les protozoaires jusqu'aux vertébrés. Si l'on fait abstraction des courants superficiels et des zones climatériques, ces animaux vivent dans des conditions très uniformes et en même temps très spéciales, dont l'action doit imprimer à l'organisme certains traits particuliers qui peuvent arriver à masquer le type morphologique, surtout chez les invertébrés. Les caractères d'adaptation propres à la vie pélagique sont: premièrement, une extrême transparence de tous les tissus qui rend l'animal complètement invisible et lui permet d'échapper facilement à ses ennemis. Cette transparence existe chez des animaux appartenant aux groupes les plus divers. On l'observe chez les noctiluques, les siphonophores, les médusaires, les cténophores, les mollusques hétéropodes et ptéropodes. Chez les salpes et les pyrosomes, les sagittas, les tomoptéris et les alcyopes, annélides. Enfin, chez les leptocéphales, parmi les poissons. Deuxièmement, le développement considérable de certains organes qui constituent souvent les seuls points visibles de l'animal. En général, ce sont les yeux qui présentent une différenciation énorme par rapport au reste de l'organisme, comme cela s'observe dans un grand nombre des exemples que nous venons de citer. Parfois aussi l'appareil de l'audition. Troisièmement, une réduction du tube digestif, qui, sans être aussi prononcée que chez les animaux parasites, atteint cependant un degré considérable. Cette réduction du tube digestif chez les animaux pélagiques est évidemment en rapport avec l'existence précaire de ces créatures toujours poursuivies par de nombreux ennemis. Un estomac volumineux ralentirait leur marche, en général très rapide, et diminuerait la transparence qui les protège. Quatrièmement, un développement considérable des organes de la génération et une grande fécondité. Cette fécondité excessive des animaux pélagiques doit être attribuée, comme chez les parasites où le même fait se présente également, aux nombreuses chances de destruction que doivent courir des êtres aussi mal protégés. Il est impossible d'établir une distinction tranchée entre ces cas d'adaptation des formes animales originellement si différentes et les cas que l'on décrit sous le nom de mimétisme protecteur et auxquels nous allons arriver maintenant. Je fais seulement remarquer le mode d'explication darwinienne auquel on a une grande tendance à recourir pour les interpréter. J'ai souligné dans la citation précédente les phrases relatives à ce mode d'explication que je discuterai ultérieurement. Chapitre 13. Le mimétisme protecteur. C'est Wallace qui a le premier réuni un grand nombre de faits de ce qu'il appelait la mimique, mimicry, et autres ressemblances protectrices des animaux. Il a invoqué sans cesse la sélection naturelle pour les expliquer, et il considère même ces faits comme une preuve nouvelle à l'appui de l'immortel principe de Darwin, qu'aucun des faits de la nature organisée ne peut exister sans être ou avoir été, une fois utile aux individus ou aux races qui en sont affectés. Je vais passer en revue quelques-uns des faits de mimétisme les plus importants, en donnant l'explication généralement adoptée et sur laquelle je reviendrai ensuite. Couleur. Beaucoup d'animaux ont la couleur du milieu dans lequel ils vivent. Nous avons déjà vu que les animaux pélagiques sont transparents comme l'eau de la mer. Les animaux du désert sont le plus souvent d'une couleur fauve.
Les animaux des régions polaires sont souvent blancs, même quand ils appartiennent à un genre qui, en tout autre point du globe, ne comprend que des espèces colorées différemment, l'ours par exemple et le lièvre de l'Amérique polaire. Le bruant, le harfang des neiges sont blancs. Les animaux nocturnes ont des couleurs sombres, souris, chauves-souris, taupes, hiboux. Les habitants des forêts à verdure persistante sont souvent verts, perroquets, pigeons verts, serpents verts des bananiers, etc. Les poissons qui vivent sur les fonds sableux ont la couleur du sable sur lequel ils se tiennent. Tous ces faits sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les passer en revue avec plus de détails. Or, il est immédiatement évident, comme l'a fait remarquer Wallace, que cette homochromie est utile aux animaux qui en sont pourvus. S'ils sont faibles, cela leur permet de n'être pas vus par leurs ennemis plus puissants. S'ils sont forts, cela leur permet d'approcher leurs victimes sans être vus d'elles. Or, un caractère franchement utile à une espèce remplit précisément les conditions nécessaires et suffisantes pour être fixé par la sélection naturelle. Mais comment, dans le cas présent, s'est exercée cette sélection? L'instinct de la conservation, qui est, chez tout être vivant, le résultat héréditaire de toutes les acquisitions utiles à la défense de l'espèce au cours des générations ancestrales d'où il provient, porte l'animal à se cacher par tous les moyens possibles quand il a peur d'être surpris ou quand il a besoin d'atteindre une proie méfiante. L'émigration momentanée ou durable vers des régions homochromes est évidemment utile, et il serait tout naturel, par conséquent, que l'instinct de la conservation comprit aujourd'hui, pour chaque espèce, le choix d'un habitat protecteur. Dans une forêt comprenant des parties vertes et des parties brunes, écorce des arbres, les animaux verts demeurent de préférence sur les feuilles, les animaux bruns sur les troncs, etc. Une couleur spécifique préexistante peut donc modifier au cours des générations successives l'instinct de l'habitat, et probablement beaucoup de cas d'homochromie s'expliquent ainsi, au moins ceux dans lesquels on constate que le choix de l'habitat a été facile, comme par exemple le choix des parties vertes ou des parties brunes voisines dans une forêt. Cette explication est un peu moins facile à admettre pour les animaux polaires qui, si j'ose m'exprimer ainsi, n'avaient pas sous la main l'habitat homochrome rêvé. Pour cela, il vaut peut-être mieux prendre l'explication inverse qu'adopte Wallace. Au lieu de la modification de l'habitat pour répondre aux exigences de la coloration, modification de la coloration pour répondre aux exigences de l'habitat. Voici le passage de Wallace relatif aux animaux blancs. Si nous nous occupons des animaux supérieurs, nous serons frappés de la rareté de la couleur blanche chez les mammifères ou les oiseaux sauvages des zones tempérées ou tropicales. Il n'existe pas en Europe un seul quadrupède ou un oiseau terrestre blanc, excepté quelques rares espèces alpines pour lesquelles le blanc est une protection. Il ne paraît pas cependant qu'il y ait chez ces animaux une tendance inhérente à leur nature qui les éloigne du blanc, car, dès qu'ils sont réduits en domesticité, des variétés blanches apparaissent et semblent prospérer comme les autres. Nous avons des souris et des rats blancs, des chats, des chevaux, des chiens, du bétail blanc, de la volaille blanche, des pigeons, des dindons, des canards, des lapins blancs. Parmi ces animaux, les uns sont domestiqués depuis très longtemps, d'autres seulement depuis quelques siècles. Mais presque toutes les fois qu'un animal est parfaitement domestiqué, des variétés blanches ou tachetées se développent et deviennent permanentes. On sait que les animaux sauvages produisent quelquefois des variétés blanches, mais on n'a jamais vu ces races devenir permanentes. Or, nous n'avons pas de statistiques pour démontrer que des parents de couleur normale produisent des petits blancs plus souvent à l'état domestique qu'à l'état sauvage, et nous n'avons aucun droit de faire cette supposition tant que les faits s'expliquent sans elle. Mais il est évident que si la couleur des animaux sert réellement à les cacher et à les préserver, le blanc étant très apparent doit leur être nuisible et concourir à rendre leur vie plus courte. Un lapin blanc est particulièrement exposé aux attaques du busard et de l'épervier. Une taupe ou une souris blanche n'échapperont pas longtemps aux hiboux qui les guettent. De même, une déviation de l'état normal qui rendrait un animal carnivore plus apparent le placerait dans une position désavantageuse en l'empêchant de poursuivre sa proie avec la même facilité que les autres, et, dans un cas de disette, cet inconvénient pourrait causer sa mort. En revanche, si l'animal s'étend d'un district tempéré dans une région arctique, les conditions seront changées. Durant une grande portion de l'année, et précisément celle où la lutte pour l'existence est le plus difficile,
Le blanc prédomine dans la nature et les couleurs sombres sont les plus visibles. Les variétés blanches auront donc l'avantage, s'assureront la nourriture et échapperont à leurs ennemis, tandis que les variétés brunes seront détruites par la faim ou dévorées. La règle étant d'ailleurs que tout être produit son semblable, la race blanche s'établira et deviendra permanente, tandis que les races foncées, si elles reparaissent occasionnellement, s'éteindront bientôt. Dans tous les cas, les plus aptes survivront et, avec le temps, il se produira une race adaptée aux conditions qui l'environnent. Tout ce passage de Wallace est très logique. Il n'est pas douteux que la couleur blanche soit un danger pour les animaux comestibles qui vivent à l'état sauvage. Un point qui, cependant, est discutable, c'est l'origine même de la variation colorée que fixe la sélection naturelle dans les divers cas. La variété blanche des rats et des souris ne dépend nullement, affirme Wallace, d'une altération du climat, de la nourriture ou d'autres conditions externes. Voilà, à mon avis, une affirmation gratuite, peu indulgente pour Lamarck. Nous ne pouvons guère prétendre à la connaissance exacte de toutes les conditions externes et de leur influence sur les variations individuelles. Et d'ailleurs, Wallace oublie, sans y prendre garde, les phénomènes d'atavisme qui interviennent peut-être dans l'apparition brusque d'une variété comme la variété albinos. Que cette variété ait existé autrefois dans les ancêtres de nos lapins sauvages, à l'époque glaciaire par exemple, et les hasards du retour atavique permettront la réapparition d'un individu blanc dans des conditions tout autres que celles qui avaient déterminé primitivement la genèse de cette coloration spéciale. Puis cet individu blanc, livré à la lutte pour l'existence, prospérera ou ne prospérera pas suivant les conditions de la sélection naturelle dans son milieu. La question importante, que nous examinerons plus tard, est de savoir comment s'est formée, pour la première fois, la variété albinos ou toute autre variété, et il est peut-être risqué d'affirmer que l'apparition de cette variété n'a pas dépendu d'une altération de climat, de la nourriture ou d'autres conditions externes. Quoi qu'il en soit des causes mêmes de la variation chromatique, la sélection naturelle explique bien comment les cas d'habitat homochromique sont si fréquents, soit par la fixation d'un instinct spécial qui a déterminé le choix de l'habitat en fonction de la couleur, soit par la disparition des types hétérochromiques, moins favorisés dans un habitat donné. Encore, cette explication est-elle un peu simpliste ? À telle ou telle couleur de robe peuvent être inhérents d'autres dangers pour l'espèce que ceux qui proviennent de la plus ou moins grande visibilité des individus. Darwin cite lui-même à ce sujet un cas de corrélation bizarre. Le professeur Wyman m'a récemment communiqué, dit-il, une observation très intéressante. Il demandait à quelques fermiers de la Virginie pourquoi ils n'avaient que des cochons noirs. Ils lui répondirent que les cochons mangent la racine des lacnantes qui colore leurs os en rose et fait tomber leurs sabots. Cet effet se produit sur toutes les variétés, sauf sur la variété noire. L'un d'eux ajouta « Nous choisissons, pour les élever, tous les individus noirs d'une portée, car ceux-là seuls ont quelque chance de survivre. » Voilà un cas de corrélation entre le pigment d'un animal et sa résistance à une cause de destruction qui semble n'avoir aucun rapport avec la pigmentation. Le hasard l'a fait découvrir, mais combien d'autres cas analogues doivent exister que nous ne connaissons pas? Or, toutes les causes de destruction interviennent dans la sélection naturelle, et l'on risque souvent de fausser le principe de Darwin quand on l'applique à des cas dont on croit connaître toutes les conditions importantes, alors que l'une d'elles a pu passer inaperçue. Cette remarque suffit à renverser l'objection faite à Wallace que la sélection naturelle aurait, d'après son explication de l'homochromie, fait rapidement disparaître les animaux à couleurs très voyantes. Ressemblance morphologique avec des feuilles ou des corps bruts. Les différentes explications données pour les phénomènes d'homochromie sont encore valables pour ces cas de ressemblance morphologique, dont quelques-uns sont certainement fortuits. J'ai plus d'une fois pris, dit M. A. Sigwick, la Synyx compressa, petit papillon de nuit blanc et gris, pour de la fiente d'oiseau tombée sur une feuille et vice-versa. Il y a tant de formes d'animaux qu'il n'y a rien de bien étonnant à ce que l'une d'elles ressemble à un corps d'une morphologie aussi vague qu'une fiente d'oiseau tombée sur une feuille, et il est certain d'autre part que cette ressemblance fortuite, étant incontestablement utile dans une certaine mesure, a des chances pour être conservée et accrue par la sélection naturelle.
Il en est de même pour cet insecte, le Cheroxylus laceratus, trouvé par Wallace à Bornéo et qui est recouvert d'excroissances foliacées d'un vert olive clair, ce qui lui donne l'apparence d'un bâton couvert d'une mousse parasite. Cet insecte appartient d'ailleurs à la famille des Phasmidés, de l'ordre des orthoptères. La plupart des mantidés et des locustidés des tropiques sont colorés et tachetés de façon à imiter la couleur des feuilles sur lesquelles ils se tiennent. Et, chez plusieurs, les nervures mêmes des ailes rappellent celles des feuilles. Cette modification spéciale atteint son maximum de perfectionnement dans le genre Phyllium. Celui-ci doit son nom d'insecte-feuille à l'apparence extraordinaire de ses ailes et même de ses pattes et de son thorax, qui sont aplatis et élargis, de telle sorte que l'observation la plus exacte permet à peine de distinguer l'insecte vivant des feuilles qui lui servent de nourriture. La famille des Phasmidés ou spectres, à laquelle cet insecte appartient, est tout entière plus ou moins imitative. Plusieurs de ces espèces sont connues sous le nom d'insectes cannes à cause de leur rapport frappant avec de petites branches. Quelques-uns sont longs d'un pied et gros comme le doigt. Toutes leurs couleurs, leur forme, leur rugosité, l'arrangement de la tête, des pattes et des antennes sont tels que leur apparence est celle de bâtons desséchés. Ils se suspendent à des buissons de la forêt et ont la bizarre habitude de laisser pendre leurs pattes irrégulièrement, ce qui rend l'erreur encore plus facile. La dernière phrase de cette citation de Wallace prouve, chez les Phasmidés, une tendance soit instinctive, soit raisonnée à tirer le plus grand parti possible de leur ressemblance avec des corps bruts. Que cette ressemblance leur soit utile, cela est en effet hors de doute, mais qu'ils en tirent manifestement parti, cela pourra nous servir plus tard à discuter ce qu'il y a de fortuit et ce qu'il y a d'acquis dans ces caractères de ressemblance que la sélection naturelle conserve et développe, mais n'a pas fait apparaître. Je ne crois pas que le principe de Darwin, invoqué seul, puisse expliquer l'existence du merveilleux Calima paralecta. Ce papillon remarquable est revêtu en dessus de couleurs brillantes, tandis que, au repos, les ailes relevées simulent exactement une feuille desséchée, attachée à l'arbre où est posé le papillon, avec ses nervures médianes et latérales, avec les sphéries qui forment des taches sur le limbe de la feuille, avec les cicatrices mêmes que font les insectes herbivores quand, ne laissant que l'épiderme, ils dessinent sur la feuille de petites plages translucides. Ces dernières sont simulées par des taches nacrées correspondant à celles qui ornent le dessus de l'aile du papillon. Cet exemple nous conduit au cas que Wallace considère comme du mimétisme, mimicry, proprement dit. Mais ne trouvez-vous pas déjà qu'il est bien difficile d'admettre que le hasard seul a produit successivement toutes ces ressemblances extraordinaires entre des êtres aussi dissemblables qu'un papillon et une feuille, ressemblances qu'aurait accumulées dans la suite des générations la sélection naturelle, facteur passif incapable de produire par lui-même aucun caractère nouveau. Mimétisme proprement dit de Wallace. On connaissait depuis longtemps un grand nombre de cas de ressemblances bizarres existant entre des insectes qui appartiennent à des genres, des familles ou même des ordres différents, et entre lesquels n'existait par conséquent aucune affinité réelle. On les considérait comme des exemples de ces analogies curieuses mais inexplicables qu'on rencontre dans la nature. Kirby et Spence avaient cependant pensé à l'utilité de cette ressemblance dans le cas des mouches du genre Volucella. Ces mouches entrent dans les nids des abeilles pour y déposer leurs œufs, afin que leurs larves se nourrissent de celles des abeilles, et chacune des espèces de mouches est remarquablement semblable à l'espèce d'hyménoptère chez laquelle elle vit en parasite. Les naturalistes que je viens de citer pensèrent que cette ressemblance avait pour but express de protéger les mouches contre les attaques des abeilles. Wallace a rassemblé un très grand nombre de cas de mimétisme et a remarqué que les ressemblances sont souvent portées à un point de minutie tel qu'il semble impliquer l'intention de tromper l'observateur. En effet, étant donné la différence des propriétés inhérentes à des espèces différentes, il doit être avantageux dans la plupart des cas, pour un animal donné, d'être pris pour un animal d'une autre espèce. Un papillon comestible sera incontestablement protégé par une ressemblance considérable avec un autre papillon, dont le goût et l'odeur sont insupportables aux oiseaux.
Un animal qui doit capter des proies vivantes pour sa nourriture aura intérêt à tromper ses proies par une ressemblance frappante avec un herbivore inoffensif, etc. Il est donc bien évident que ce facteur utile à l'espèce pourra être conservé et même, pourvu qu'il existe une fois, développé par la sélection naturelle. Wallace a posé les règles générales suivantes du mimétisme protecteur dans la série animale. Première loi. Dans une majorité accablante de cas de mimétisme, les animaux ou les groupes qui se ressemblent habitent la même contrée, le même district et, dans beaucoup d'exemples, le même lieu. Deuxième loi. Les animaux n'imitent pas n'importe quels autres animaux, sans distinction, mais seulement certains groupes qui sont, dans tous les cas, abondants en espèces et en individus, et sont souvent pourvus d'un moyen de défense spécial bien constaté. Troisième loi. Les espèces qui imitent ces groupes prédominants sont comparativement peu abondantes en individus et souvent très pauvres. L'intérêt des deux dernières lois est évident. Il est certain que, s'il y a un seul papillon comestible au milieu de 1000 papillons analogues à goût infect, l'expérience des oiseaux ayant porté plus souvent sur les derniers protégera le premier bien plus efficacement que si la première espèce était plus nombreuse ou seulement aussi nombreuse que la seconde. Quant à la première loi, elle montre qu'il ne faut pas attribuer le mimétisme au hasard seul, ou tout au moins que si la ressemblance a été fortuite d'abord, la sélection naturelle est intervenue ensuite pour la conserver et la développer, ou encore pour fixer héréditairement l'instinct grâce auquel l'espèce protégée cohabite avec l'espèce protectrice. Au point où nous en sommes, et étant donné son utilité incontestable dans tous les cas pour l'espèce imitatrice, il devient inutile de distinguer l'imitation qui a pour objet les animaux, les végétaux, les corps bruts ou la couleur du milieu, comme nous l'avons fait au cours de cet exposé. Il vaut mieux grouper les phénomènes d'imitation, comme l'a fait M. Giard, suivant la manière dont s'établit la protection qui en résulte pour l'espèce imitatrice, en mimétisme offensif et mimétisme défensif. De même qu'un homme se déguise pour se dérober à un danger ou pour commettre un crime, les espèces imitatrices ont pour but, les unes de se cacher, les autres de surprendre leur proie. Les premières sont les plus nombreuses, je le reconnais, mais il est facile de trouver des exemples du second cas. L'un des plus frappants et des plus nets me paraît fourni par certaines entomobies symécophages. Les Allophora hemiptera et Subcoleoptrata simulent, comme leur nom l'indique, les hémiptères mégapeltides, ce qui leur permet d'approcher des pentatomes et de déposer leurs œufs sur ces animaux. Le cas de Volucelle cité plus haut peut être considéré aussi comme du mimétisme offensif. Le mimétisme défensif peut être réalisé de différentes manières, soit par simple dissimulation, comme nous en avons vu des cas, soit par terrification. De cette dernière manière, il y a des exemples bien curieux. Un grand nombre d'insectes qui vivent sur les troncs des arbres revêtent la livrée brillante des guêpes, les plus puissantes des hôtes des vieux bois. Tels sont les Ctenophora, la Spilomia vespiformis chez les diptères, plusieurs Césia chez les lépidoptères, etc. Malgré leur couleur voyante, ces animaux sont protégés par leur ressemblance avec des êtres dangereux et redoutés. Un cas plus extraordinaire de mimétisme défensif par terrification est celui des papillons brésiliens du genre Caligo. Dans leur position normale de repos, la tête en bas, ces animaux ressemblent à s'y méprendre à une tête de chouette vigilante, les yeux grands ouverts. Le mimétisme est si extraordinaire que les taches ocellées des ailes reproduisent non seulement l'œil de la chouette, mais encore la tache lumineuse qui se produit normalement sur la cornée. Nul doute que cette apparence terrifiante écarte de l'inoffensif papillon endormi les petits oiseaux carnivores qui, sans cette protection, en feraient infailliblement leur proie. En dehors des insectes, on trouve d'autres cas de mimétisme défensif par terrification. Plusieurs serpents non venimeux imitent les élapses, dont la morsure est mortelle. P.H. François a même rapporté récemment, des récifs de corail des Nouvelles-Hébrides, un poisson du groupe des murénides qui cohabite dans les récifs avec un élaps dangereux, Platurus fasciatus, et lui ressemble étonnamment. De nouveaux cas de mimétisme se découvrent chaque jour. Il serait fastidieux de les énumérer.
Mieux vaut s'en tenir aux réflexions générales que peut inspirer leur étude. À un point de vue différent du précédent, M. Giard a fait des cas de mimétisme une autre classification qui nous sera utile pour l'interprétation complète des faits. Il y a mimétisme direct quand un animal prend l'aspect d'un être organisé quelconque ou même d'une substance inorganique parce qu'il a un intérêt immédiat à prendre ce déguisement. Il y a mimétisme indirect quand les animaux de groupes différents arrivent à se ressembler par une adaptation commune à des conditions d'existence semblables, en dehors de toute influence atavique, bien que cette influence, dans un grand nombre de cas, puisse faciliter les variations corrélatives. Un grand nombre de classifications dites paralléliques ne reposent que sur des faits de mimétisme indirect et nullement sur des homologies véritables et phylogéniques. Les lamellaria, les pleurobranches, les limaces sont trois termes correspondants chez les prosobranches, les opistobranches et les pulmonés. Mais les ressemblances que présentent ces animaux sont tout à fait indirectes. C'est ce que Strickland et Woodward appellent des ressemblances imitatives, ce que j'appellerais plus volontiers des ressemblances professionnelles. Je ne parle pas ici des cas où le mimétisme est immédiatement soumis à l'influence de la volonté, comme chez les poulpes, les poissons pleuronectes, etc., que j'étudierai à propos de l'interprétation lamarckienne des faits d'imitation. Mais sans paraître directement soumis à l'influence de la volonté, le mimétisme peut être temporaire comme chez ces lamellaria de Giard, mollusques qui ont des couleurs différentes, toujours protectrices, suivant les colonies d'acidie composées sur lesquelles ils vivent. Cette harmonisation de couleurs n'est pas immédiate. Elle est même assez lente, car, lorsqu'ils quittent l'acidie homochrome, les lamellaria trahissent leur présence par les vives couleurs qu'ils conservent encore longtemps après. Enfin, il faut distinguer de ce mimétisme temporaire le mimétisme évolutif et le mimétisme périodique. Le premier est surtout remarquable chez certains insectes et détermine chez eux un polymorphisme intéressant. Il se produit à une époque déterminée de la vie d'un animal, au moment où il peut lui être utile, et persiste pendant toute la période sur laquelle il s'est réalisé. Tel est par exemple le mimétisme de la chenille Smerinthus thiliae, qui, verte sur la feuille de l'arbre qui la nourrit, orme, tilleul, poirier, devient très souvent brune au moment où elle descend le long de l'écorce pour s'enterrer et se transformer en chrysalide. Le mimétisme périodique se réalise chez les animaux qui changent de teinte suivant la saison. Le renard bleu, dit Wallace, l'hermine et le lièvre des Alpes ne sont blancs qu'en hiver, parce qu'en été le blanc serait visible plus que toute autre couleur et constituerait par conséquent un danger plutôt qu'une protection. Je signalerai encore, avant d'entreprendre l'essai d'interprétation générale des phénomènes de mimétisme, la remarque assez intéressante que, très souvent, chez les insectes, le mimétisme protecteur est restreint au sexe femelle. Or, les insectes ne s'accouplent qu'une fois dans leur vie. La prolongation de l'existence du mâle après l'accouplement est inutile à la conservation de l'espèce, tandis que la femelle doit vivre assez longtemps pour déposer ses œufs en lieu convenable et assurer ainsi la prospérité de ses petits. Wallace a fait remarquer aussi que les femelles des oiseaux ont des couleurs ternes qui les protègent pendant l'incubation, sauf quand elles ont un nid suffisamment clos qui les protège directement. Enfin, pour terminer, Plato considère comme faux le mimétisme de deux noctuels, Moma orion et Diconia aprilina, parce que les époques d'apparition des deux espèces sont si différentes qu'il faudrait de véritables perturbations dans les saisons pour les rencontrer à la même époque de l'année. Giard fait remarquer à ce sujet qu'il faut, dans les questions de ce genre, envisager les espèces considérées non seulement dans l'espace, mais dans le temps, le mimétisme pouvant survivre aux causes qui l'ont produit, réflexion importante dont nous aurons à tirer parti. D'ailleurs, indépendamment de cette considération, il y a des cas où un mimétisme peut être protecteur sans synchronisme. Un oiseau, dégoûté pendant l'automne par des insectes âcres ou puants, pourra très bien conserver le souvenir instinctif de ce dégoût et épargner au printemps des insectes comestibles rappelant extérieurement les premiers. En résumé, tous les cas de mimétisme que nous avons passés en revue sont utiles aux espèces qui les présentent, et par conséquent, la sélection naturelle doit les conserver et même les renforcer.
Les darwinistes considèrent cette explication comme suffisante et admettent des ressemblances initiales fortuites. Cela est-il véritablement satisfaisant et n'y a-t-il pas des cas où la perfection de la ressemblance exigerait, pour se concevoir, des hasards véritablement merveilleux? La tache de lumière dans l'œil de chouette dessinée sur les ailes du papillon brésilien Caligo peut-elle être vraisemblablement attribuée à un heureux hasard? Il faut discuter tout cela. De plus, n'y a-t-il pas des cas où une espèce imite véritablement soit le milieu, soit une autre espèce, au sens que nous avons donné au mot imitation dès le début de cet article? N'y a-t-il pas chez certains êtres vivants certaines propriétés qui déterminent une réponse de l'organisme, analogue à l'excitation venue du dehors? Ne peut-on en un mot considérer dans certains cas l'imitation comme un résultat direct de l'action du milieu sur l'individu? Nous allons essayer de nous en rendre compte dans le prochain chapitre. Chapitre 14. Le mimétisme lamarckien. Le professeur Poulton a fait connaître en 1890 le résultat d'expériences fort curieuses sur la production directe de couleurs chez des larves de papillons exposées à diverses lumières. Il mettait des chenilles de Vanessa urticae dans des cylindres de verre entourés de papier de couleur et étudiait la coloration de la chrysalide qui en provenait. Normalement, la chrysalide de cette espèce a de nombreuses taches dorées. Or, quand le papier employé était noir, les chrysalides, Poulton opérait sur des centaines d'individus, étaient, dans la règle, extrêmement sombres avec très peu de traces ou même pas de traces du tout des taches dorées spécifiques. Au contraire, l'emploi de papier blanc donne naissance à des chrysalides dépourvues de parties sombres, avec un si grand développement des taches dorées que la chrysalide avait l'air d'être roulée dans une feuille d'or. Longtemps auparavant, en 1867, T.W. Wood avait montré à la Société entomologique de Londres un certain nombre de chrysalides du papillon blanc des jardins, chrysalides qui avaient les couleurs des surfaces sur lesquelles on les avait trouvées attachées. Ce naturaliste avait supposé que la peau de la chrysalide est photographiquement sensible pendant quelques heures après sa formation. Cette hypothèse a été reconnue fausse. Il faut que la chenille elle-même ait été exposée à la lumière d'une couleur donnée pour qu'elle sécrète une enveloppe de pupe de la même couleur. La peau de la pupe elle-même est insensible. Poulton a essayé de voir quelle partie de la peau de la chenille était apte à recevoir et emmagasiner les impressions lumineuses, mais ces expériences, assez peu démonstratives sur ce point, l'ont seulement amené à conclure que l'ensemble de la peau reçoit les impressions lumineuses, mais que ces impressions n'agissent pas localement et se transmettent à tout l'être par l'intermédiaire du système nerveux. Depuis cette époque, le même auteur a obtenu des résultats remarquables en confinant des larves de papillons aux branches de certaines plantes de couleurs différentes. Les larves de géométride confinées sur des parties noires devenaient très sombres, celles des parties blanches devenant au contraire très pâles. Sur des branches couvertes de lichen, elles prenaient une teinte tachetée admirablement propre à déguiser leur présence. Pour être exceptionnels dans la série animale, les résultats des expériences de Poulton n'en sont pas moins intéressants. Ils se ramènent à ceci que la réponse de l'organisme considéré à une excitation lumineuse de couleur donnée est une sécrétion de même couleur. Le mécanisme de cette réversibilité est peut-être compliqué, peut-être exceptionnel. Elle constitue néanmoins un cas de mimétisme dans lequel il n'y a à invoquer ni le hasard ni la sélection naturelle, mais l'action directe du milieu sur l'organisme. C'est, en d'autres termes, un cas de mimétisme lamarckien. Revenons maintenant sur le cas, étudié précédemment avec l'explication purement darwinienne, de la genèse de l'albinisme chez les animaux. Wallace affirme que la variété blanche des rats et des souris ne dépend nullement d'une altération du climat, de la nourriture ou d'autres conditions externes. On se souvient qu'il explique la rareté du type blanc à l'état sauvage par le danger que courent les individus de cette couleur dans les régions tempérées, exposés qu'ils sont par leur couleur même aux attaques de leurs ennemis. Il y a une autre raison à ce fait, toujours dans l'explication purement darwinienne. C'est que les individus blancs sont en général doués d'une vitalité moindre. La diminution du pigment coïncide avec une diminution de la résistance individuelle et vice-versa.
Tous les éleveurs, et surtout ceux d'oiseaux de basse-cour, sont d'accord pour reconnaître que l'élevage des sujets blancs est plus aléatoire que celui des individus pigmentés. Ces derniers sont plus robustes et supportent mieux les intempéries. Ils ont donc plus de chances de réussir à l'état sauvage que les individus blancs affaiblis. Nous avons déjà vu que les cochons noirs résistent mieux que les blancs à une certaine intoxication. Mais toutes ces considérations, si favorables à l'interprétation purement darwinienne, mettent aussi en évidence une relation indéniable de la pigmentation avec la constitution individuelle et par suite avec le genre de vie. En 1827, Huizinga avait déjà établi que la proportion de pigments dans l'épiderme est en raison inverse de la quantité du tissu adipeux sous-jacent au tégument. Or, les animaux sauvages, à cause de leur vie beaucoup plus active et de leur nourriture moins régulièrement abondante, sont toujours plus maigres que les animaux domestiques. Il y a donc plus de chances pour que des variétés blanches apparaissent moins souvent à l'état sauvage, ce qui établit déjà, quoi qu'en ait dit Wallace, un rapport direct entre l'albinisme et la domesticité. La perruche ondulée qui se reproduit en volière perd souvent sa livrée verte coupée de lignes noires pour la remplacer par une robe dépigmentée d'un jaune uniforme. Ce sont là des cas indéniables de variation lamarckienne, c'est-à-dire de variation sous l'influence directe des conditions de milieu. Il n'est donc pas illogique de chercher si, indépendamment du caractère utilitaire que fixe la sélection naturelle, certaines ressemblances mimétiques, certains cas d'homochromie ne sont pas directement imputables à l'action du milieu. La robe fauve des habitants du désert est-elle due à une influence directe de la couleur du sol? Livingstone rapporte qu'un chien barbet, qui le suivit dans ses explorations en Afrique, était à pelage noir quand il quitta l'Angleterre, et qu'il devint roux après quelques mois de séjour dans le centre africain. Et la robe blanche des animaux polaires? Elle peut être en relation, d'après la loi de Huizinga, avec la quantité plus grande du tissu adipeux. Peut-être est-elle une conséquence directe de la couleur blanche du sol, comme dans les expériences de Poulton sur les chenilles. On sait que la plupart des races humaines septentrionales sont blondes, c'est-à-dire pauvres en pigments, tandis que les races des tropiques sont nègres, sans qu'on puisse faire intervenir ici la sélection naturelle. Mais, objectera-t-on, les Esquimaux sont aussi foncés que des Malais. C'est peut-être un caractère héréditaire qu'ils n'ont pas eu le temps de perdre encore. Les Européens qui vont aux tropiques deviennent bruns, mais non nègres, et leurs descendants sont blancs quand ils retournent en Europe. Et puis d'ailleurs, une exception comme celle des Esquimaux ne prouve rien. Les différentes espèces ou races n'éprouvent pas de la même manière l'influence du milieu. L'ours polaire est blanc, peut-être par l'action directe de la neige, mais la martre zibeline conserve pendant les froids de l'hiver sibérien sa riche fourrure brune. Si le milieu a directement une influence sur la coloration des animaux, il produit probablement dans les différents cas des couleurs diverses. Seules les variétés homochromes sont avantageusement douées de ce côté, et la sélection naturelle tente à les conserver, mais elle peut conserver aussi d'autres variétés hétérochromes qui sont, sous d'autres rapports, mieux armées pour la défense. Il ne faut pas oublier que le mimétisme est l'exception. Même parmi les animaux pélagiques, il y a des exceptions à la transparence, et ces exceptions sont en faveur du principe de Darwin, car elles portent sur les animaux les plus puissants et les plus rapides, requins, etc., qui n'ont pas besoin d'une homochromie protectrice. On peut néanmoins se demander, en présence de cette transformation commune d'un si grand nombre d'êtres entièrement différents en type pélagique, s'il n'y a pas là une action directe des conditions de milieu, ces conditions étant d'ailleurs d'une constance remarquable. La conclusion du présent chapitre est que, dans certains cas au moins, on constate une imitation directe de la couleur du milieu par les animaux qui y vivent. Cette imitation est peut-être le résultat atavique d'une imitation volontaire antérieure fixée par l'habitude et l'hérédité, et devenue ainsi involontaire. La présente hypothèse va puiser une assez grande légitimité dans la constatation de certains faits faciles à observer encore aujourd'hui sur des espèces actuellement vivantes. Je veux parler des faits du mimétisme homochromique volontaire. Mimétisme homochromique volontaire.
Il y a certainement des cas où des animaux choisissent un habitat dans lequel leur couleur peut leur servir de défense. Ce choix peut devenir instinctif à la longue. Il y en a d'autres où les animaux ont la faculté d'imiter momentanément la couleur ou l'aspect du milieu dans lequel ils se trouvent, par une modification volontaire ou instinctive de la couleur propre de leur peau. Certains crabes se laissent recouvrir par les spongiaires, les hydraires ou les algues et, à l'abri de ce rideau, peuvent s'approcher inaperçus de leur proie. Quelques-uns d'entre eux plantent eux-mêmes, sur leur dos, des algues en harmonie avec celles au milieu desquelles ils vivent, et, si on vient à les transporter au milieu d'algues d'une autre couleur, ils se débarrassent de celles qu'ils portent et en plantent de nouvelles. Il y a là quelque chose d'analogue à ce que nous faisons aujourd'hui pour nos troupes coloniales. Le casque blanc nécessaire pour abriter les soldats contre les insolations était trop voyant. On lui a donné une teinte fauve ou grise ainsi qu'au reste de leurs vêtements, ce qui les empêche d'être vus d'aussi loin et leur permet d'approcher plus facilement l'ennemi. Bien plus, un grand nombre d'animaux ont la faculté de modifier la couleur même de leur peau de manière à imiter la teinte du milieu sur lequel ils vivent. Le cas du caméléon est depuis longtemps célèbre, et ce cas est loin d'être isolé. Des expériences fort précises ont même été faites chez la rainette et chez certains poissons habitant le fond sableux de la mer. Pouchet et Kopp ont étudié le mécanisme de cette adaptation homochromique momentanée et le rôle du système nerveux général ainsi que des organes visuels dans cette adaptation. Pour bien comprendre ces expériences, il faut se rendre compte d'abord de la nature même de la coloration des animaux. Cette coloration peut être due à des causes variées. Certaines substances organiques ont une couleur propre. Tels sont, par exemple, les muscles de l'homme et du bœuf qui sont rouges. Des irisations souvent très brillantes peuvent résulter de phénomènes optiques, comparables à ceux d'où résulte la production des anneaux colorés. Les expériences de Pouchet et de Kopp ont porté sur des organes colorants d'une nature tout autre. Les éléments anatomiques, dit Pouchet, empruntent souvent leur couleur à des matières colorantes, solides ou dissoutes, distinctes de la substance de l'élément lui-même et qu'on peut extraire par l'analyse immédiate. Ces substances colorantes méritent seules le nom de pigments. Elles sont de nuances diverses. Elles sont tantôt à l'état granuleux, tantôt à l'état de dissolution réciproque dans la substance vivante. Les pigments sont très répandus dans les éléments anatomiques doués de mouvements sarcodiques et qui peuvent en conséquence présenter des changements de forme très accusés sous certaines influences telles que l'électricité, la lumière, etc. Nous leur donnons le nom de chromoblastes. Ils s'étalent en nappes ou se resserrent en masses arrondies. Ces changements ne modifient pas la quantité de matière colorante contenue dans l'élément et par suite dans le tissu, mais ils modifient beaucoup l'impression rétinienne que nous en recevons. Dans le premier cas, la nappe étalée, masquant les couleurs plus profondes, impressionne seule la rétine. Dans le second, l'élément resserré en sphère ne mesurant pas plus de 15 à 20 millièmes de millimètre, fait sur notre rétine une image plus petite que l'élément rétinien, et dès lors devient invisible, tandis que les radiations émanant des parties profondes vont librement impressionner notre œil. Si l'on ajoute que, dans le même tissu, on peut trouver des chromoblastes de différentes couleurs et qu'ils peuvent être les uns ou les autres à divers états de contraction, on comprendra qu'il suffise de 2 jeux chromatiques de cette espèce pour amener par leur état de contraction ou de dilatation relative un nombre considérable de nuances. Pouchet a vérifié pour la distribution des chromoblastes la loi de Heusinger, signalée plus haut, de l'antagonisme des pigments et de la graisse. Il a établi, anatomiquement d'abord, physiologiquement ensuite, les relations des chromoblastes avec le système nerveux. L'état d'expansion ou de contraction de ces éléments est sous la dépendance du système nerveux, ce qui expliquera les phénomènes de mimétisme homochromique volontaire. Les expériences de Pouchet ont porté sur des poissons des fonds, turbots, callionymes, etc., et sur des crevettes, crangons, palémons. Il a constaté expérimentalement le changement individuel de coloration d'un grand nombre de poissons et de crustacés, suivant les fonds où on les fait vivre, expliquant ainsi le fait bien connu des pêcheurs
que les poissons prennent la couleur du fond de la mer. En général, en effet, les changements constatés ont pour résultat d'harmoniser le ton de l'animal avec celui du fond. Dans tous les cas, ces changements résultent de l'état d'expansion ou de retrait des diverses sortes de chromoblastes existant à la périphérie de l'animal. Que ces changements de coloration dépendent des impressions colorées reçues par l'animal lui-même, cela est mis en évidence par leur suppression chez les individus auxquels on a expérimentalement enlevé les yeux. Que ces changements soient sous la dépendance du système nerveux, cela ressort par exemple de l'expérience de Pouchet que la section du trijumeau les supprime dans la région de la face qui l'innerve. Kopp a obtenu des résultats analogues chez certaines espèces de rainettes, Hyla gratiosa, qui sont vertes quand elles sont sur des feuilles et deviennent brunes quand on les transporte sur de l'écorce. Des Hyla expérimentalement aveuglées restaient vertes sur des surfaces brunes. Chez d'autres rainettes pourvues d'yeux, un membre fortement serré par une ligature restait vert, alors que tout le reste du corps devenait homochrome à une surface brune sur laquelle l'animal était posé. De toutes les expériences précédentes, il résulte que l'homochromie est individuelle, fonctionnelle chez les animaux étudiés. Est-elle consciente et volontaire? Il serait difficile de l'affirmer, mais si elle est instinctive aujourd'hui, il est probable que cet instinct, comme tous ceux dont l'origine est connue, provient d'un acte anciennement volontaire et devenu aujourd'hui inconsciemment réflexe par un exercice habituel au cours de nombreuses générations. Nous trouvons un exemple de ces réflexes inconscients provenant d'une habitude anciennement acquise et conservée même alors qu'ils sont devenus parfaitement inutiles, dans le phénomène de la chair de poule qui se produit chez nous quand nous éprouvons une violente terreur. C'est un réflexe mimétique cutané, de même ordre que la réaction homochrome des turbots, que celui dont nous sommes sans cesse témoins chez les animaux velus. Regardez un chat qui fixe un chien en arrêt devant lui. Tout son poil se hérisse sous l'influence du sentiment d'horreur et de terreur qu'il éprouve. Et le résultat de ce phénomène est de provoquer chez le chien une crainte suffisante pour le tenir à l'écart. Voilà un cas de mimétisme certain. L'animal effrayé devient effrayant, horridus, par cela même qu'il est effrayé. Ce phénomène est-il volontaire chez le chat? Nous l'ignorons, quoique nous sachions qu'il est involontaire chez nous, mais il est probable qu'il a été volontaire autrefois. Et chez nous, hommes, il est devenu non seulement involontaire, mais inutile, à cause de l'atrophie du système pileux de notre corps. Au lieu de devenir terrible, nous avons seulement la chair de poule. Voilà donc un premier résultat d'une habitude conservée pendant plusieurs générations. De consciente et volontaire, elle peut devenir inconsciente et instinctive. Ce n'est pas tout. Elle peut créer un caractère morphologique nouveau par cinétogénèse ou assimilation fonctionnelle, et disparaître ainsi en tant qu'habitude, l'acte étant remplacé par le caractère acquis que l'hérédité transmet. Le mimétisme volontaire ou instinctif sera devenu une homochromie spécifique, caractère favorable que fixe la sélection naturelle. Une observation de G. Pouchet est très intéressante à cet égard. La faculté qu'ont les animaux de changer de couleur peut être entretenue par l'exercice. Comme toute fonction, elle est, faute d'exercice, bientôt plus ou moins abolie. L'expérience suivante le prouve. Il s'agit d'un turbo que nous avons un jour trouvé à notre arrivée à l'établissement de Concarneau, vivant là depuis longtemps avec d'autres turbos, dans une vasque à fond de sable. Tous étaient, en conséquence, à l'unisson avec la couleur de ce fond clair. Il fut choisi entre eux comme le plus pâle et placé sur un fond brun, où il mit 5 jours à devenir foncé. Replacé sur le sable, il avait repris au bout de 2 jours sa pâleur primitive. Remis alors de nouveau sur fond brun, il acquit en 2 heures la teinte qu'il avait mis la première fois 5 jours à gagner. Pouchet fait remarquer avec raison l'importance zoologique de cette influence si rapide de l'habitude. Si l'on démontre en effet que la fonction est entravée après un aussi court espace de temps que dans l'expérience relatée ci-dessus, on admettra facilement qu'elle puisse être abolie dans certaines circonstances, par exemple si l'espèce n'a pas eu pendant plusieurs générations l'occasion de l'exercer.
Dès lors, la même souche d'animaux se trouvera avoir donné naissance à deux races différentes, l'une très pigmentée, l'autre très peu pigmentée, suivant les fonds où elles auront été cantonnées, et qui auront toutes deux perdu, faute d'avoir l'occasion de l'exercer, cette faculté qu'avait l'ancêtre commun de modifier le coloris de sa peau. Une homochromie spécifique aura remplacé la faculté ancestrale d'accommodation. J'ai fréquemment constaté un exemple de ce phénomène dans mes pêches à marée basse à Pleumeur en Bretagne. Il y a là une grande plage qui, aux plus petites marées, découvre d'1 kilomètre environ, jusqu'à la corde du banc sableux au-delà de laquelle la mer ne se retire qu'aux très grandes marées. Les crevettes pêchées dans les flaques en deçà de la corde du banc sont d'une teinte grisâtre légèrement opaque, s'harmonisant parfaitement avec le fond de sable sur lequel elles vivent. Les individus de la même espèce du genre palémon, pêchés au-delà de la corde, en eau profonde, sont au contraire tout à fait transparents, avec des reflets verts ou rougeâtres, suivant les algues des fonds. Or, le flot des grandes marées apporte souvent dans les flaques littorales les palémons d'eau profonde, et il arrive souvent, pendant les époques où la marée est très forte, que, du même coup d'épuisette, dans les flaques du bord, on ramène à la fois des individus de la variété littorale et de la variété des fonds rocheux. Et ces deux variétés restent parfaitement distinctes par leur coloration, quelle que soit la durée du séjour des palémons d'eau profonde sur les fonds sableux. Voilà donc des variétés fixées, ou tout au moins devenues très stables. Comme dans tous les cas de cinétogénèse ou de dégénérescence par désuétude, la fonction chromatique de ces crevettes, soit qu'elle soit constamment exercée dans le même sens, soit qu'elle cesse de s'exercer, a donc fini par disparaître, se trouvant remplacée par un caractère définitif de coloration, et nous prenons sur le fait, dans le cas des palémons, l'apparition lamarckienne d'un mimétisme homochromique identique à ceux que Wallace attribue au seul hasard guidé par la sélection naturelle. Les crustacés et les insectes appartiennent au même groupe zoologique. Mais, comme nous le verrons ultérieurement, l'évolution des insectes est, si j'ose m'exprimer ainsi, bien plus terminée que celle de toute autre classe d'animaux. Il est donc possible que les cas d'homochromie aujourd'hui spécifiques dont nous sommes témoins soient la conséquence d'anciens mécanismes de mimétisme volontaire d'abord, instinctif ensuite. Le cas des chenilles de Poulton indique, chez certaines espèces, encore aujourd'hui, une action directe du milieu sur la couleur. Nous ne savons pas comment s'exerce cette action. Peut-être, chez quelques papillons, y a-t-il une sorte de photographie des couleurs par le revêtement des ailes. Enfin, les faits que nous venons d'étudier nous interdisent d'attribuer au seul hasard les ressemblances homochromiques. Imitation des objets. Un vieux crabe dit un jour à un jeune crabe : « Pourquoi marches-tu ainsi de travers au lieu d'aller droit devant toi ?» Le jeune crabe lui répondit : « Marche droit toi-même pour me montrer comment il faut faire et je t'imiterai. » Le pouvoir imitatif des êtres est limité par leur forme et leur mécanisme héréditaire. Jamais un lapin poursuivi par un chien n'aura l'idée de mimer un bâton ou une feuille pour échapper à son ennemi, tandis que cela sera tout naturel pour un insecte phasmidé que guette un oiseau. Les corps des animaux, dans leur variété infinie, doivent naturellement ressembler d'une manière plus ou moins vague à tel ou tel objet vivant ou brut. Si cette ressemblance peut être protectrice, il arrivera que beaucoup d'animaux sauront en tirer parti en s'ingéniant à imiter volontairement le corps qui leur ressemble le plus. Ils emploieront dans cette imitation volontaire toutes les ressources de leur mécanisme. Si le mécanisme ne leur permet pas d'imiter, ils n'imiteront pas. Et en effet, les cas de mimétisme sont, je le répète, des cas exceptionnels. Mais combien variés ont dû être ces mécanismes possiers dont il ne reste plus aujourd'hui que de bien faibles traces. Nous connaissons le jeu des chromoblastes des poissons et des crustacés. Ce jeu tend à disparaître dans beaucoup de cas pour faire place à des caractères morphologiques définitifs, mais avons-nous le droit d'affirmer qu'il n'existait pas chez les ancêtres des calimas un jeu d'organes cutanés capable de leur permettre de simuler les imperfections des feuilles d'un arbre qu'ils avaient choisi comme habitat,
précisément à cause d'une ressemblance vague préexistante de leur corps au repos avec ces feuilles. N'avons-nous pas nous-mêmes beaucoup de peine à nous persuader que nos ancêtres ont su hérisser volontairement leurs poils pour effrayer leurs ennemis? Les bacilles, phasmides, qui ressemblent à des bâtons desséchés, ont encore, dit Wallace, la bizarre habitude de laisser pendre leurs pattes irrégulièrement, ce qui rend l'erreur encore plus facile. À force de jouer aux bâtons desséchés et par un phénomène normal de cinétogénèse, ces insectes curieux sont arrivés à acquérir une ressemblance morphologique de plus en plus grande avec un amas de petits bouts de bois. De même, les calimas sont arrivés à ressembler d'une manière merveilleuse aux feuilles des arbres sur lesquels ils vivent, mais une fois cette ressemblance obtenue, le mécanisme imitateur devenu inutile a naturellement disparu d'après la loi de Lamarck, laissant à sa place le caractère morphologique acquis. La sélection naturelle est intervenue en même temps pour conserver les individus les mieux protégés par une mimique parfaite. Je suis loin de nier l'importance capitale du principe de Darwin dans l'histoire du mimétisme, mais je crois que ce principe agissant seul pour la conservation de variations dues au pur hasard ne peut permettre d'expliquer que des cas de ressemblance assez vagues, ou au moins ne portant pas sur des détails d'une minutie trop considérable. Ne trouvez-vous pas qu'il faut attribuer au hasard des caprices vraiment merveilleux pour admettre qu'il a produit un jour, sans raison, sur les feuilles du Calima paralecta, des taches identiques à ces cicatrices que font les insectes herbivores quand, ne laissant que l'épiderme, ils dessinent sur la feuille de petites plages translucides. Et croyez-vous aussi qu'en admettant que ce caractère particulier ait été produit une fois par hasard, il ait eu un rôle protecteur suffisant pour être fixé par la sélection naturelle? N'est-il pas plus vraisemblable d'admettre qu'une ressemblance d'abord vague s'est précisée petit à petit par cinétogénèse, à cause d'une imitation volontaire dont le mécanisme a disparu, mais dont nous connaissons des exemples si remarquables dans d'autres cas? Quel dessin capricieux ne pourrait imiter, par exemple, le Callionymus lyra avec son jeu si riche de chromoblastes? Ce poisson n'a pas trouvé un habitat auquel il eut un grand avantage à se fixer en l'imitant sans cesse. Autrement, ce mimétisme toujours répété eût naturellement remplacé par un caractère morphologique définitif cette fonction admirable qui a été conservée par des variations incessantes de demeure, et nous nous étonnerions aujourd'hui de trouver un poisson représentant à s'y méprendre et comme imité par un artiste de premier ordre, un morceau de pierre recouvert de patelles et de balanes. Les cas de mimétisme les plus extraordinaires sont des cas où nous ne trouvons plus aucune fonction analogue à la fonction chromoblastique et où les dessins les plus merveilleux sont morphologiquement fixés par l'hérédité. Mais cela n'est-il pas absolument logique? Quand la perfection de l'imitation protectrice a été obtenue, l'habitat fixe correspondant a été choisi définitivement. Par conséquent, en vertu même des principes de Lamarck, l'opération habituelle est devenue d'abord instinctive, puis, au bout d'un certain nombre de générations, cet instinct lui-même a disparu pour faire place à un caractère cinétogénétique héréditaire. Imitation d'une espèce animale par une autre espèce animale. Lorsque les deux espèces qui se ressemblent sont extrêmement éloignées dans la classification, ce cas rentre dans le précédent. Un caligo qui ressemble à une tête de chouette peut être considéré comme imitant un objet avec lequel la ressemblance est utile pour lui. Il n'en est plus de même quand il s'agit de groupes voisins, de deux ordres d'insectes par exemple. Arrêtons-nous seulement au cas signalé plus haut des mouches du genre Volucella qui imitent les hyménoptères. Les larves des volucelles mangent celles des hyménoptères. Chaque espèce de volucelle correspond à une espèce d'hyménoptère dans le nid de laquelle elle dépose ses œufs pour que ces larves se nourrissent ensuite aux dépens des larves propres du nid. Or, chaque espèce de volucelle imite précisément l'espèce d'hyménoptère avec laquelle elle a des relations de parasitisme. Voilà une remarque extrêmement intéressante et dont les conséquences sont faciles à montrer. Revenons à notre définition chimique de l'espèce. Une espèce est caractérisée par la composition chimique de toutes les substances plastiques constitutives de leur œuf et par suite de tous leurs tissus.
Deux œufs, différents par l'une au moins de leur substance plastique, donnent des développements différents, des êtres d'espèces distinctes. Si ces espèces sont voisines, les débuts des deux développements sont analogues, mais la divergence s'accentue avec l'âge. Considérons, par exemple, toutes les espèces du genre Volucelle. Leurs œufs ont des caractères spécifiques propres, et à ces caractères différentiels correspondent précisément les différences spécifiques des adultes. Mais, en dehors de ces caractères différentiels, ces œufs ont aussi un certain nombre de caractères communs qui se traduisent par ce fait que leurs adultes sont, premièrement volucelles, deuxièmement diptères, troisièmement insectes, quatrièmement arthropodes, en allant du plus précis au plus vague. À ce canevas commun à tous et comprenant les caractères de genre, d'ordre, de classe, d'embranchement, il faut ajouter pour chacun les caractères spécifiques et l'on constitue ainsi la série des espèces du genre Volucelle. Passons maintenant aux hyménoptères. Ces insectes ont en commun, dans leur constitution chimique, le caractère hyménoptère, le caractère insecte, le caractère arthropode, c'est-à-dire deux parties, les plus vagues, il est vrai, du canevas sur lequel est tracée la constitution chimique des volucelles. Supposez maintenant que les caractères spécifiques différentiels des œufs des espèces diverses du genre Volucelle puissent, ajoutés au canevas général de l'œuf d'hyménoptère, donner des espèces réelles d'hyménoptères. Il y aura parallélisme chimique, à ce point de vue, entre la série de ces espèces d'hyménoptères et la série des espèces du genre Volucelle, et ce parallélisme chimique pourra se traduire par un parallélisme morphologique. Or, les relations de parasite à hôte indiquent une parenté chimique indéniable, au moins quant au groupement accessoire des noyaux plastiques, puisque le parasite s'accommode des substances de l'hôte et de ses substances d'excrétion. Dans le cas particulier des volucelles, dont chaque espèce imite l'espèce d'hyménoptère hôte, il est donc fort compréhensible que des ressemblances morphologiques existent entre l'hôte et le parasite correspondant. Ces ressemblances étant d'ailleurs utiles dans le cas présent, elles ont pu être accrues soit par imitation volontaire et cinétogénèse consécutive, soit par le seul jeu de la sélection naturelle. Un parallélisme analogue entre les séries d'espèces de groupes différents mais parents existe en dehors de toute espèce de mimétisme utile. Nous avons vu plus haut le parallélisme professionnel constaté par Giard entre les lamellaria, les pleurobranches et les limaces. Les considérations suivantes sur l'espèce humaine expliqueront ce que signifie cette expression. Vous distinguez facilement un blanc d'un nègre. Avec un peu d'habitude, vous reconnaissez facilement un professeur au milieu de gens de tous les métiers. Eh bien, superposez les caractères du nègre d'une part et du professeur de l'autre. Le caractère professionnel ne vous empêchera pas de remarquer le caractère de race et tout en constatant l'aspect pédagogique qui distinguerait de même un professeur blanc de tous ses congénères, vous n'en serez pas moins immédiatement averti que vous voyez un nègre. Les professions ne sont pas héréditaires chez l'homme et, par suite, les caractères professionnels ne déterminent pas de variété fixée. Mais, chez les animaux, le genre de vie est bien plus constant et peut se conserver pendant de longues générations. Les marsupiaux sont fort nettement distincts des autres mammifères par la poche dans laquelle ils portent leurs petits nouveau-nés, mais il y a dans les diverses formes des marsupiaux une série professionnelle parallèle à celle des autres mammifères. Il y a des marsupiaux rongeurs, des marsupiaux carnassiers, des marsupiaux insectivores, des marsupiaux chéiroptères. Et ces divers animaux ressemblent étonnamment à des animaux non marsupiaux qui ont le même genre de vie. Le tilakina ou loup à bourse ressemble beaucoup à un loup, etc. Si donc les marsupiaux avaient cohabité avec les autres mammifères, ces ressemblances professionnelles auraient pu être protectrices et être par suite développées par imitation volontaire et par sélection naturelle. Eh bien, ce cas des marsupiaux est absolument comparable à celui des volucelles par rapport aux hyménoptères. Seulement, les volucelles, cohabitant avec les hyménoptères, ont profité de leur ressemblance et l'ont accrue. Que de ressemblances ont pu exister ainsi, qui n'ont pas été utilisées et par suite développées, parce que l'habitat n'était pas commun.
Imaginez, en France, cette petite murène qui ressemble à un serpent venimeux des Nouvelles-Hébrides. Sa robe si particulière la protège là-bas parce qu'on peut la confondre avec celle du terrible ophidien. Ici, au contraire, où il n'existe aucune espèce dangereuse qui lui ressemble, elle serait, par sa robe même, désignée comme une proie facile et inoffensive aux divers animaux ichthyophages. Chapitre 15. Conclusion de l'étude du mimétisme. La question du mimétisme protecteur est extrêmement complexe. Son explication darwinienne est insuffisante et, dans beaucoup de cas, il est impossible de se refuser à admettre, au début de l'histoire de l'espèce mimétique, un fonctionnement imitateur volontaire ou instinctif. Le hasard peut amener des ressemblances de couleur ou de forme entre des animaux et d'autres corps animés ou bruts. Premièrement, pour la couleur, dans beaucoup de cas, le hasard est une explication suffisante. La sélection naturelle en a tiré parti, soit en fixant chez les animaux l'instinct de la recherche d'un habitat homochrome, soit en faisant disparaître tous les individus qui ne jouissaient pas du mimétisme homochromique. D'autre part, nous connaissons de nombreux exemples d'appareils spéciaux dont le fonctionnement, volontaire ou instinctif, détermine à chaque instant l'homochromie protectrice, au moins dans de certaines limites. Dans des conditions constantes au cours de plusieurs générations, ce fonctionnement détermine une variation morphologique, une homochromie spécifique héréditaire qui est peut-être la source de beaucoup d'homochromies attribuées aujourd'hui au hasard. Par d'autres procédés dont le mécanisme nous est moins bien connu, mais dont cependant il serait téméraire de révoquer l'existence sans doute, le milieu peut, dans certains cas, déterminer des variations dans la couleur générale des animaux. Fourrure blanche des animaux polaires, transparence des animaux pélagiques, couleur fauve des hôtes du désert, etc. Variations que la sélection naturelle fixe quand elles sont utiles à l'espèce. Deuxièmement, pour la forme, dans certains cas, le hasard est aussi une explication suffisante, mais seulement quand il n'y a pas de détails trop précis de ressemblance. Quand ces détails précis existent, il faut invoquer une imitation volontaire qui détermine à la longue, par cinétogénèse, la fixation de caractères morphologiques de plus en plus précis. Les caractères de convergence et les ressemblances professionnelles entrent dans cette dernière catégorie. Troisièmement, enfin, il peut y avoir un parallélisme morphologique entre deux groupes parents d'animaux. Lorsque le mimétisme qui en résulte est utile, il peut se développer par imitation volontaire et aussi par sélection naturelle. Dans tous les cas, en résumé, la sélection naturelle intervient indubitablement pour fixer les caractères utiles, mais souvent il faut faire intervenir l'explication lamarckienne pour comprendre l'apparition même de ces caractères. Nous prenons sur le fait, aujourd'hui encore, des mécanismes chromoblastiques permettant l'imitation momentanée, source de mimétisme morphologique, quand elle est habituelle pendant un grand nombre de générations consécutives. Seulement, dans le groupe des insectes où les cas de mimétisme sont les plus extraordinaires et les plus nombreux, nous ne connaissons aucun cas de cette imitation fonctionnelle. Il n'y a plus que du mimétisme morphologique. Cela tient à ce que l'évolution des insectes est presque terminée, beaucoup plus avancée dans tous les cas que dans les autres groupes. Leurs instincts, peu nombreux dans chaque espèce et d'autre part extrêmement précis et exercés sans interruption, se sont de plus en plus fixés dans des caractères morphologiques définitifs. Pour les biologistes soucieux de l'explication complète des phénomènes, l'interprétation purement darwinienne des cas de mimétisme est sans doute plus satisfaisante. Mais dans beaucoup de cas, le hasard ne saurait être raisonnablement invoqué comme seule cause de l'apparition des caractères de ressemblance entièrement précis. Il faut alors faire intervenir l'interprétation lamarckienne, l'acquisition des caractères par cinétogénèse, mais alors il faudra expliquer à son tour le mécanisme même de l'imitation. Indépendamment des questions de mimétisme, ce mécanisme de l'imitation étant la condition nécessaire de l'éducation, son étude présente un intérêt très spécial. L'enfant doit apprendre en imitant ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Les insectes n'ont plus besoin d'éducation, au moins dans quelques espèces, et d'ailleurs ils en seraient bien empêchés, car beaucoup ne connaissent jamais leurs parents. Pondus à l'automne par des parents qui meurent avant l'hiver, ils naissent au printemps doués d'instincts extraordinaires. Celui des sphex est le plus incroyable. Ils savent paralyser des orthoptères en piquant leurs ganglions cervicaux, afin que ces orthoptères, conservés vivants mais immobiles, résistent à la putréfaction jusqu'à éclosion des œufs de sphex qui sont déposés dedans.
Ils savent le faire sans que leurs parents le leur aient appris, et ils assurent ainsi le sort d'une progéniture qu'ils ne connaîtront pas, puisqu'ils mourront plusieurs mois avant son éclosion. Mais cet instinct fixé résulte d'une imitation volontaire ancestrale. La transmission héréditaire d'instincts aussi compliqués est une preuve de ce que je disais plus haut à propos du mimétisme, que les insectes semblent arriver au terme de leur évolution. Elle est aussi, il me semble, une preuve indéniable de l'hérédité des caractères acquis, c'est-à-dire du deuxième principe de Lamarck.